d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis Maïwen Oden, chargée de mission développement territorial chez Pays et Quartiers Nouvelle-Aquitaine. Je serai en charge de l'animation et du bon déroulé de ce webinaire. Et je suis accompagnée par ma collègue Alexia Michou qui s'occupera de la médiation du chat. Parce que comme vous avez pu le remarquer, vos micros sont coupés, donc on vous invite plutôt à utiliser cette fonctionnalité pour vous exprimer, que ce soit pour partager vos ressources, poser vos questions qui nous seront utiles pour le temps dédié à la fin de la table ronde. Et puis, pourquoi pas partager vos propres expériences qui alimenteront aussi le sujet. Pays et Quartiers Nouvelle-Aquitaine, PQNA, c'est le centre de ressources sur le développement territorial. En tant que groupement d'intérêt public, il est copiloté par l'État et la région Nouvelle-Aquitaine. Il accompagne les territoires ruraux et urbains en les outillant, en leur fournissant des ressources sur le développement local. Plus spécifiquement, aujourd'hui, je vous adresse dans le cadre de la mission des démarches alimentaires de territoire, les DAT, qui est une mission portée depuis 2018 par PQNA et qui s'inscrit dans le cadre du pacte alimentaire. Ce pacte, il regroupe les ambitions de l'État, de la région et d'une trentaine de signataires partenaires. Dans le cadre de cette mission, PQNA s'adresse particulièrement aux élus et aux chargés de mission en charge de l'agriculture et de l'alimentation. Vous pensez notamment aux projets alimentaires de territoire, les PAT. Autour de ces projets gravitent notamment un grand nombre d'acteurs, comme des associations, mais aussi des acteurs publics, des acteurs privés. Et aujourd'hui, par exemple, je sais que vous êtes nombreux à être, notamment sur le sujet de la précarité alimentaire, mobilisés et issus de sujets comme, par exemple, la politique de la ville ou encore des chargés de mission Petites Villes de demain. Vous êtes aussi des associations de l'aide alimentaire, des associations de l'éducation alimentaire. Et j'en oublie sûrement. Merci à toutes en tout cas d'être présents aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous retrouver. La pluralité des personnes présentes montre l'importance qu'a le sujet de la lutte contre la précarité alimentaire. En 2022, le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles a notamment déployé un fonds pour l'alimentation durable à travers le programme Mieux manger pour tous. Ce fonds a pour but de renforcer la qualité de l'aide alimentaire autour de plusieurs axes. La coopération territoriale solidaire, le soutien des PAT, l'innovation des réponses à la précarité alimentaire et l'amélioration de la couverture des zones blanches. PQNA, en tant que centre de ressources, et au regard des attentes exprimées vis-à-vis de l'action des DAT, a été financé pour construire un cycle de qualification sur la précarité et la solidarité alimentaire. Ce cycle se constitue de 3 webinaires, dont celui-ci est le 3e, et d'une rencontre en présentiel dont je vous parlerai à la fin du webinaire. L'objectif, vous outiller, vous inspirer et surtout motiver la création de liens entre chacun de vous. On est donc ravis de poursuivre ces réflexions avec vous aujourd'hui, notamment sur un sujet concret qui est celui de comment faciliter le pouvoir d'agir des personnes en situation de précarité alimentaire. Cette question s'inscrit dans un contexte plus large. Vous n'êtes pas sans savoir que le nombre de personnes en situation de précarité alimentaire dans l'ensemble des territoires ruraux et urbains a augmenté. En 2023, c'est près d'1 Français sur 6 qui déclarait ne pas manger à sa faim. La Nouvelle-Aquitaine est la 8e région la plus pauvre de France. Elle compte 200 000 personnes qui dépendent de l'aide alimentaire. Pour cause, notre système alimentaire se fragilise sous l'effet des crises conjuguées de l'environnement social et sanitaire. Ce système alimentaire va mal. Aujourd'hui, les denrées alimentaires sont perçues comme de simples marchandises régies par les dynamiques de marché. En opposition à cette vision capitaliste de l'alimentation, des formes d'organisation collective de la société civile telles que les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, les AMAP, les jardins partagés ou les magasins coopératifs ont émergé en réponse à ces systèmes, mais restent encore en marge, sans pouvoir le changer. Les consommateurs ne disposent donc que d'un pouvoir limité, se résumant à l'achat ou le non-achat des denrées alimentaires. Les publics les plus précaires voient leur statut de consommateur retiré, perdant leur pouvoir d'achat. Ce contexte met en lumière toute la pertinence du concept de démocratie alimentaire. Cette notion émerge comme une réponse aux limites d'un système alimentaire où le consommateur ne peut s'exprimer qu'à travers ce choix d'achat.
Elle propose une réappropriation collective de son alimentation, favorisant l'implication des citoyens et des acteurs locaux dans la manière de produire, de transformer et de consommer. En dépassant le simple rôle de consommateur, ils revendiquent un droit d'agir sur les orientations de leur système. La démocratie alimentaire s'affirme ainsi comme un cadre fertile pour bâtir une nouvelle citoyenneté, où les décisions collectives prennent le pas sur les logiques de marché. À petite échelle, comme dit, les initiatives existent. Mais comment faire en sorte qu'elles touchent tous les publics ? Pour s'exercer, la démocratie alimentaire repose sur l'implication des citoyens dans la gouvernance de systèmes, c'est-à-dire dans les instances de prise de décision, et sans oublier les plus isolés. Le CESER, le Conseil économique, social et d'environnement régional, a notamment noté dans son rapport sur la pauvreté en Nouvelle-Aquitaine une préconisation qui est de promouvoir le pouvoir d'agir des personnes en situation de pauvreté en encourageant les structures de démocratie locale à leur faire une place, notamment au sein des conseils de développement locaux. La question que nous nous posons aujourd'hui, je la rappelle, quelle place des personnes en situation de précarité alimentaire dans les systèmes alimentaires ? Cette question, à laquelle nous souhaiterons répondre lors d'une table ronde, sera suivie d'un temps de questions-réponses que je vous invite donc dans lequel je vous invite à participer en posant vos questions dans le chat. Et le webinaire se clôturera par la prise de parole de nos partenaires institutionnels, de la DRAF et de la DRETS. Sans plus attendre, je vais accueillir sur le plateau nos invités. Christian Bosé, vous êtes délégué au Conseil régional des personnes accueillies et accompagnées. Je vous invite à me rejoindre sur le plateau. Donc, le CRPA est une instance participative, interassociative et dédiée aux personnes en situation de précarité, de pauvreté et d'exclusion sociale. Les sans-abri. Oui, et les sans-abri, effectivement. Antoine de Raymond, sociologue et directeur de recherche à l'INRAE. Merci de nous rejoindre aussi. Vos travaux portent sur l'insécurité alimentaire et les mouvements sociaux. Vous êtes aussi membre du collectif Acclimatation et avez participé à la conception du parcours d'engagement dédié aux 40 citoyens impliqués dans la préfiguration d'une sécurité sociale alimentaire girondine. Et enfin, Dany Saulnier, vous êtes délégué régional de Nouvelle-Aquitaine des Restos du Cœur, une association donc, que je pense beaucoup connaissent déjà. Depuis 1985, cette association est engagée au soutien des plus démunis, notamment par la distribution de repas chauds. Et pour donner quelques chiffres, en Nouvelle-Aquitaine, ce sont près de 113 millions de personnes qui sont accompagnées par an dans les 284 centres d'activité de nos 12 départements. Bienvenue à tous les trois. Nous allons passer ce petit moment de table ronde pour aborder la question posée du jour. Pour commencer, je vais me tourner vers vous, Christian Bosé. Donc, vous êtes membre du CRPA et vous êtes aussi personne en situation de précarité. Je vais me permettre cette question. Qu'est-ce que vivre la précarité alimentaire au quotidien ? Qu'est-ce que vivre là ? C'est une drôle vaste question. Bon, moi, je me suis retrouvé à la rue à 76 ans. Et j'ai pris une claque. Donc j'ai vécu dans ma voiture pendant 9 mois. Pour manger, c'était pas facile, mais j'ai vite compris qu'il fallait s'équiper. Donc je me suis acheté un petit réchaud, une poêle, une casserole, parce que quand vous faites la manche et qu'on vous donne une boîte de cassoulet, c'est bien la boîte de cassoulet, mais je la fais chauffer comment ? Où ? C'est la plus grande difficulté. Et si on veut boire un café, on fait un Nescafé avec de l'eau froide. Donc il faut pouvoir... Voilà. Donc je me suis équipé comme ça, et moi je me trouvais un coin et je me faisais ma popote, quoi. Je m'inventais des recettes. On m'a donné de la semoule, une boîte de petits pois, une boîte d'haricots verts, une boîte de pois chiches. J'ai dit, tiens, je vais faire un couscous. Voilà. J'ai pris les légumes, les haricots verts, je les ai coupés en petits morceaux. Et puis, j'ai fermé les yeux et j'ai dit que c'était un couscous.
Voilà. C'était un couscous à la Christian, quoi. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je bénéficie de l'aide alimentaire, mais c'est toutes les semaines, c'est la même chose, quoi. Je touche exactement pareil toutes les semaines. J'ai droit à un paquet de café, une plaque de beurre, un paquet de pâtes, une boîte de sardines, une boîte de thon, une boîte de petits pois, une boîte d'haricots verts, une boîte de pois chiches, une boîte de flageolets, une boîte de haricots rouges. Et après, j'ai le choix, un steak haché ou une cuisse de poulet. Voilà. Et c'est... bon, après, oui, il y a 4 yaourts. Voilà. Mais c'est toutes les semaines, j'ai exactement la même chose. Et comment le CRPA donc est arrivé dans votre vie? Comment ça s'est... Le CRPA est arrivé quand je suis passé en commission d'allo pour un appartement. Et ça faisait 4 mois que je me retrouvais à la rue. Et ma demande a été rejetée. Non prioritaire, non urgent. Demande de logement HLM récente. Pour moi, ça c'est une ineptie, parce que si j'ai fait une demande, c'est parce que j'ai besoin d'un appartement. Si j'ai pas besoin d'appartement, je fais pas de demande. Donc il ne peut pas y avoir un récent dans la demande. La personne qui fait une demande, c'est parce qu'elle en a besoin. Autrement, vous ne demandez pas. Si vous êtes logé, si vous avez un appartement, vous n'allez pas demander, vous ne demandez pas un HLM. Donc, voilà. Et j'ai le travailleur social qui était à l'accueil de jour de Bayonne, qui m'a accompagné, qui m'a dit: tiens, je vais t'amener, ça t'intéresse de venir à Bordeaux, tu vas assister à une plénière du CRPA. Le CRPA, je ne savais pas ce que c'était. Puis je suis venu, puis voilà. Et puis ça m'a interpellé. Et comme je suis une personne qui n'aime pas fermer sa bouche, qui a besoin de... Il y en a qui disent, donc c'est mon principe, je le dis même moi, je gueule quand j'ai tort, alors imagine quand j'ai raison. Voilà. Et j'ai dit, mais, tiens, ça peut peut-être permettre de faire avancer les choses. Puis demander des candidats pour représenter les personnes. J'ai posé ma candidature, et puis j'ai été élu. Délégué, donc... Délégué du CRPA, donc je représente les personnes qui se trouvent à la rue, principalement les personnes qui se trouvent à la rue, que je continue à voir, même si aujourd'hui, moi, j'ai un appartement. Je me suis battu pour l'avoir, croyez-moi, mais je l'ai. Je suis chez moi. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, combien de personnes sont au CRPA? Je ne sais pas s'il y a... Quand on organise une plénière, il y a à peu près une 50aine de personnes. Donc il y a environ 35-40 personnes concernées. Parce que c'est 2 tiers, 1 tiers. Oui, entre personnes accueillies et professionnels qui les accompagnent. Les travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux. Voilà. Donc le déroulement d'une plénière, c'est sur un sujet qu'on a choisi. Comme on en a fait une justement sur l'alimentation. Donc on entend des professionnels, des choses qui se font, comme il y a eu ici à Bordeaux l'intervention de restaurant solidaire qui se trouve à Bègle. Il y a eu qui c'est qui est intervenu encore Vous faites intervenir en tout cas des experts sur le sujet. Voilà, qui viennent, qui expliquent et à qui on peut poser des questions. Et l'après-midi, on organise des tables de travail entre personnes concernées. C'est elles qui ont la parole. Et on fait des préconisations pour faire évoluer les choses. Voilà. On fait des propositions qui sont transmises après. On détaillera un peu plus aussi cette partie-là. Merci en tout cas d'avoir introduit. Je me tourne vers vous, Antoine de Raymond. Donc, qu'est-ce que le retour de Christian, qui parle au nom du CRPA, vous évoque notamment dans ce que vous avez mené comme travaux? Alors, dans ce que j'entends dans les propos de Christian, c'est l'association entre précarité alimentaire et une situation de très très grande précarité ou de vulnérabilité, parce que
quand on n'a plus de domicile, plus de toit, là on est vraiment confronté à des difficultés matérielles qui sont très très grandes et que vous avez décrites. Et alors je dirais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la précarité alimentaire, elle n'est pas simplement parmi les personnes ou les groupes qui sont dans ces situations de très très grande vulnérabilité, mais elle est aussi plus diffuse. Alors, donc il y avait votre témoignage, donc ça je vais pas y revenir, mais moi ce que j'ai pu voir par mes travaux, et d'ailleurs des travaux qui étaient au départ pas forcément sur l'alimentation, mais j'ai travaillé sur le mouvement des Gilets jaunes, et donc là on en avait des gens qui travaillaient, qui avaient une maison, qui parfois même étaient propriétaires, enfin en tout cas avaient un crédit à rembourser pour leur maison, payaient des impôts, avaient une voiture, etc. Donc plutôt des gens qui faisaient partie des classes moyennes, et qui vous disaient, leur deuxième motif de mécontentement après l'essence, c'était le 15 du mois, on n'a plus rien à manger. Alors, ce n'étaient pas des situations aussi graves que celles de mon voisin, mais bon, il y a quand même quelque chose qui se grippe, un accès à l'alimentation qui n'est plus tout à fait garanti, où on ne mange pas ce qu'on voudrait pouvoir manger, et aussi des parcours parmi des segments entre guillemets intégrés de la population, où un jour on se dit qu'on va au resto du cœur. Et donc finalement la précarité alimentaire, alors c'est difficile de la mesurer en France parce qu'en fait il n'y a pas de consensus sur ce qu'est la précarité alimentaire, donc comment on la mesure, mais enfin quelle que soit la manière de la mesurer, le constat qu'on fait c'est qu'elle augmente de manière structurelle, disons depuis la crise financière de 2008 et tout au long de la décennie 2010, et avec des effets de cliquet, c'est-à-dire que très souvent on y entre mais on n'en sort pas forcément, et donc ça fait un volume, si vous me permettez l'expression, de personnes, de groupes qui sont affectés par la précarité alimentaire qui est en augmentation constante. Merci, je vais me tourner justement vers Dany Saulnier. Donc, vous êtes représentante des Restos du Cœur. En tant que structure d'aide, comment est-ce que vous intégrez la parole des personnes en situation de précarité dans vos dispositifs, et peut-être aussi commencer par une petite présentation de vos actions? Alors, comment on intègre les personnes accueillies? On a une maturité qui est totalement différente. Aujourd'hui, ce que l'on fait très bien via notre observatoire, c'est recueillir leurs paroles sur les besoins qu'ils peuvent exprimer, ainsi que leurs attentes, aussi bien en qualitatif qu'en quantitatif, sur l'alimentaire, mais aussi sur l'accompagnement qu'on peut leur proposer. Leur intégration, elle passe aussi par la possibilité de devenir bénévole. Elle passe également par une maturité qui est un petit peu moins avancée sur comment les intégrer réellement. C'est inscrit dans notre projet associatif de les impliquer dans nos actions pour pouvoir correspondre au mieux à leurs attentes. Nous avons à peu près 10 à 15% de personnes accueillies qui sont bénévoles dans l'ensemble de nos départements. C'est aussi pour eux une contrepartie, puisqu'au resto, c'est la gratuité totale. On sait que, par exemple, comme vous, quand vous arrivez, à un moment donné, on est dans sa voiture, on n'a pas 1 euro, on n'a pas réussi à renouveler son RSA, et que cette gratuité, pour certaines personnes, elle est essentielle. Donc, c'est une contrepartie qu'ils nous rendent, et via notre observatoire toujours, et les études, c'est vraiment quelque chose qui les met en valeur et qui les implique dans une action et surtout un lien social. Mais nous avons aussi dans tous nos lieux d'activité ce que nous, on nomme des coins cafés, qui sont des coins d'échange, où certains y passent 10 minutes, récupèrent leur alimentation, demandent un accompagnement ou pas, et puis d'autres qui restent une demi-heure, la matinée. Et là, il y a des échanges avec les bénévoles, mais aussi entre eux, les personnes accueillies. Et souvent, ce lien social les valorise et ils reviennent. Donc il y a une sorte de groupe en fait, qui se crée aussi autour des temps café, etc., qui sont des temps conviviaux. Oui, et il y a des liens qui se créent. Tout à fait. On vient de parler de prendre la parole, et on voit bien que c'est un droit qui peut se perdre, mais aussi se reconstruire, et on va un peu l'aborder ensuite. Donc prendre la parole, c'est le fondement du système démocratique.
Il faut préserver et activer, notamment pour veiller à proposer des actions publiques adéquates vis-à-vis des besoins des citoyens. Et c'est encore plus vrai quand les personnes en situation de précarité sont fragilisées par la vie, par la perte de légitimité, par l'invisibilisation, et parfois la perte de considération du reste de la société. Quel cadre proposer donc pour faire avec et pour mobiliser les personnes? Donc, je voudrais vous poser de nouveau la question, Dany. Quels freins rencontrez-vous à la mobilisation des personnes en situation de précarité et peut-être aussi ensuite aborder les solutions que vous avez mises en place? Alors, quel frein cette maturité aujourd'hui, les freins, c'est qu'aujourd'hui, nos personnes accueillies, elles ne sont pas intégrées dans nos gouvernances. Ou si elles sont intégrées en tant que bénévoles et non pas en tant que personnes accueillies. Donc là, il y a un travail qui va être fait. On va avancer sur le sujet. On n'est pas à la pointe sur le sujet. Par contre, nous avons une association qui s'appelle les Tremplins du Cœur, qui là sont une association qui envoie des personnes accueillies qui sont dans nos centres d'activité, qui sont à la recherche d'un parcours, et c'est une intégration socio-professionnelle encadrée sur la mobilisation du parcours, sur la mobilisation professionnelle, où ils prennent leur temps et où ça correspond à leurs attentes et c'est aussi à leur rythme. Et là, ils sont totalement intégrés et il y a aussi un comité là, des personnes accueillies qui peut effectivement décider des orientations qu'ils ont envie de prendre, accompagnés par les tremplins. Et là, c'est vraiment du donnant-donnant parce qu'ils s'impliquent, ils sont acteurs. Et nous, les bénévoles qui agissent au sein des Tremplins du Cœur, ils doivent être agiles pour s'adapter aux besoins et les faire évoluer. Donc c'est un dispositif qui existe qui est déployé partout en Nouvelle-Aquitaine? Non, il y a une association Tremplin du Cœur qui est une association nationale et qui se déplace sur l'ensemble du territoire, dans toutes les régions, en fonction des besoins, quand il y a un certain nombre de projets, quand il y a un certain nombre de partenaires pour pouvoir faire des immersions, etc. Donc il y a qu'une association qui se déplace sur plusieurs semaines et qui fait faire ses parcours aux personnes accueillies. Ok, merci beaucoup. Christian, je vais vous poser aussi une question. Qu'est-ce qui aide ou empêche de s'exprimer en tant que personne concernée? Qu'est-ce qui aide? C'est que il faut qu'on nous donne la parole. Bien des fois, on dit, on entend parler d'un projet expérimental. Mais on ne nous a pas demandé. Pourquoi ne pas venir en parler, ne pas nous écouter et en parler, puisqu'on a peut-être des solutions parce que oui, vous connaissez le problème, mais vous ne connaissez pas la réalité. Vous connaissez le problème, vous en avez entendu parler, comme tout le monde, mais oui, je sais ce que c'est, non, vous ne savez pas ce que c'est. Et donc, donner la parole, il y a un cadre, il y a quelque chose qui aide. Justement, il faudrait faire en sorte que qu'on fasse appel, par exemple, il y a le CRPA, il y a des délégués, ils pourraient venir, et on pourrait peut-être faire avancer les choses. Et vous nous avez parlé, par exemple, un petit peu en avance de ces plénières, où il y a des sujets qui sont choisis, par exemple. Oui. Ça, c'est un moyen de donner la parole. Oui. Donc, est-ce que vous voyez que ça aide justement de pouvoir former, vous avez des experts qui interviennent, ou en tout cas des personnes qui viennent aussi parler sur ces sujets-là. Est-ce que vous voyez aussi que ça facilite la prise de parole? Oui, là, sur le moment, ça nous facilite. Mais après, toutes ces préconisations, elles sont envoyées à des décideurs, à des politiques. Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils en font? Je vois, écoutez, moi je suis plus un petit jeune homme. Je suis un ancien jeune. J'ai 4 fois 20 ans. En 4 fois 20 ans, je vais vous dire, j'en ai vu des promesses, des projets, des ceci, des cela. Et puis alors ça commence, alors on met en marche. Donc il faut au moins 3 ans de pratique pour savoir s'il y a quelque chose. Puis il y a un changement de gouvernement. Et puis le résultat arrive au bout de 5 ans, il y a un changement de président, et puis le truc il est tombé à l'eau.
Alors que c'était pas mal si ça avait été mis en place. On verra ensuite, effectivement, il y a la question des... Vous nous parlerez des CDPA, enfin des conseils départementaux, qui sont plutôt du coup à l'échelle... donc CRPA qui est à l'échelle régionale, qui se décline du coup à l'échelle départementale. On en parlera effectivement dans comment est-ce que l'action peut être prise aussi de la part des collectivités. Et comment est-ce qu'on fait pour mobiliser des personnes qui sont en situation de précarité, notamment pour faire connaître le CRPA. Est-ce que c'est toujours par les personnes Nous, on va les voir. Ouais. Moi, je suis plus dans la rue, mais je vais toujours voir. Il y en a qui sont encore... Parce que, vous savez, des gens, ils ont tellement été... ils en ont tellement pris que maintenant, ils veulent même plus entendre parler de RSA, de quoi que ce soit. Ils n'ont plus de carte d'identité, ils ont plus de carte vitale, ils ont plus rien. Ils s'en foutent, ils vivent de la manche. Ils se sont trouvés un squat où ils sont construits un truc improbable dans les bois et ils sont tranquilles. Ils ne veulent plus entendre parler de la société parce qu'on les a mis en marge. Actuellement, je vais vous dire, chercher à avoir une domiciliation sur la côte basque, vous allez vous pouvez y aller, hein. Ils vous rejettent, n'a pas d'attache. Moi, j'ai vécu 35 ans à Bayonne, je me suis marié à Bayonne, mon père est né à Bayonne, ma fille est née à Bayonne, ma femme est enterrée à Bayonne. J'ai demandé, quand je me suis retrouvé à la rue, j'ai demandé une domiciliation au CCAS de Bayonne, n'a pas d'attache avec Bayonne. Roger n'a pas d'attache avec Bayonne. Il y a la dure réalité qui... Non, mais on vous met hors la loi. Ouais. On vous met hors la loi. Puisque vous ne pouvez plus avoir de compte en banque, vous pouvez pas avoir une voiture, puisque vous ne pouvez pas avoir de carte grise. Et est-ce que du coup le CRPA par exemple peut amener justement à retrouver une manière de s'exprimer Mais voilà, ça permet un petit peu de s'exprimer, de dire, voilà, de demander à M. Taïeb comment on fait. Me dit, mais on s'occupe des justement. Voilà, et là, il va m'obtenir un rendez-vous avec l'ADES du Pays Basque, enfin Il faut trouver des relais. Voilà, et je vais aller les voir et je vais leur expliquer un peu ce qui se passe. Voilà. Maintenant, il faut qu'on nous ouvre la porte pour qu'on puisse y aller. Alors, heureusement, voilà, il y a des personnes qui sont impliquées. M. Taïeb, lui, c'est un spécialiste de la participation. On le rencontrera ensuite pour le temps de conclusion, effectivement. Merci. Antoine de Raymond, donc, le CRPA, on en a parlé tout à l'heure, mettait en place des sortes de plénières, donc effectivement, qui ont pour objectif de faire la montée en compétences, ou en tout cas d'aborder des sujets très spécifiques. Ça fait penser du coup justement au parcours d'engagement dans le projet de sécurité sociale de l'alimentation girondine. Je répète cette question. Quelles sont les conditions de réussite pour une démarche participative réussie ? Donc, alors, un petit élément de contexte pour commencer. Donc, c'est parcours d'engagement. Donc, c'est un travail de mobilisation collective, de mobilisation citoyenne qu'on a mis en place dans le but d'élaborer la charte de conventionnement qui a ensuite servi de socle à l'expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation en Gironde. Alors, pour vous répondre de manière claire, je dirais pour moi, il y a deux conditions de réussite de cette participation. C'est d'une part sur le processus lui-même, dans l'organisation des échanges, de la délibération, donc comment est-ce qu'on sélectionne les gens, comment on organise des échanges, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de faire en sorte que cette parole, elle ne soit pas que parole et elle ne soit pas que préconisation, comme l'a dit Christian. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça en reste juste à ce stade de « il faudrait, voilà, on a réuni un panel citoyen et il faudrait que ». Et un très bon exemple de l'échec de ces types de dispositifs-là, c'est souvent les conventions citoyennes, ou ce qu'on appelle la démocratie participative, malheureusement. Et le cas de la convention climat
est assez illustratif de ça. C'est-à-dire qu'on a fait travailler des gens, on les a mobilisés, on les a formés, on les a fait monter en compétences, ils se sont beaucoup investis et ils arrivent à la fin à dire des choses très pertinentes sur la question du changement climatique et de la manière dont la société peut prendre ce défi en compte, et ils font tout un ensemble de propositions. Et le président de la République les reçoit à l'Élysée, les félicite et leur dit « moi je vais tout prendre, toutes vos propositions seront soumises soit au Parlement, soit à référendum, etc. etc. » Là, on est à peu près 5 ou 6 ans plus tard. Qu'est-ce qui reste de ces préconisations ? À mon avis, pas grand-chose. Et donc ça décrédibilise ces démarches-là. Le fait que ça reste à des paroles qui sont intéressantes, un rapport, des préconisations, mais voilà. Et donc c'est pour ça que nous, on n'a pas voulu parler de convention citoyenne pour éviter cet écueil-là. On a parlé de parcours d'engagement et qu'on a négocié avec nos partenaires institutionnels, les collectivités locales de Gironde, pour leur dire il faudra à la fin que cette charte qu'auront élaborée les citoyens, elle soit contraignante, que ce ne soit pas juste une proposition dont vous allez faire ce que vous voudrez, mais que voilà, ce sera ça le socle de travail. Donc ça, c'était le deuxième aspect, si vous voulez, le côté, faut que ce soit une vraie norme pour l'action en suivant. Et la première chose après, c'est sur la sélection des publics et l'organisation des échanges. Typiquement, quand on fait une convention citoyenne, l'organisation elle est confiée à un organisme de sondage qui va faire un tirage au sort pour faire en sorte que le panel soit représentatif de la population. Alors ça, c'est pertinent parce que vous avez des gens qui sont là, qui représentent la diversité, ce qu'est la société française. Mais le problème, c'est que après, vous passez beaucoup de temps, si vous êtes sur une question qui relève de la pauvreté ou de la précarité, vous allez passer beaucoup de temps à expliquer à ceux qui ne sont pas dans cette situation-là que les pauvres, ce n'est pas des profiteurs, que quand ils reçoivent une aide sociale, ils ne vont pas s'en servir pour s'acheter des écrans plats, etc. etc. Et donc, voilà, ça pose cette question-là. Donc nous, dans les parcours d'engagement, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir des groupes. Alors d'une part qui reflétait la diversité des territoires qui étaient engagés dans l'expérimentation. 4 territoires, voilà, Bordeaux, Bègles, le Pays Foyen et le Sud Gironde. En ruraux et urbains. Voilà, donc un peu la diversité des territoires de la Gironde. Et puis, une diversité sociale, mais en essayant de favoriser la participation, spécifiquement la participation, l'inclusion de personnes qui étaient affectées par la précarité alimentaire, soit que ce soit dans des situations de très forte vulnérabilité, soit des personnes qui pouvaient travailler mais avec des revenus faibles et avoir des difficultés donc on a essayé d'avoir cette diversité de regards-là et puis de faire en sorte tout au long de ces parcours d'engagement qui ont quand même duré 6 mois qu'il n'y ait pas d'effet d'exclusion, parce qu'on sait que même une parole qui se veut en théorie inclusive, il peut y avoir des mécanismes invisibles d'exclusion, de sélection dans la prise de parole. Tout le monde n'est pas à l'aise pour parler, par exemple, dans un dispositif comme celui qu'on a aujourd'hui. Il y a des gens, parce qu'ils sont plus diplômés, ou etc., ils manient mieux la prise de parole en public. Donc on avait fait des formations, et puis il y avait des animateurs, animatrices le plus souvent, qui faisaient en sorte qu'il n'y ait pas, en gros, des gens avec un profil un peu charismatique qui prennent complètement la main sur les échanges, etc. Et donc il y avait tout un ensemble de mécanismes qui étaient faits pour éviter qu'il y ait des trop grandes asymétries, que tout le monde puisse s'exprimer, puisse dire ce qu'il a à dire, partir de sa propre expérience. Voilà. Donc là, c'est tout le travail autour de la place des personnes dans des groupes, en fait. Et donc, justement, là, on parlait de pour faire avec tout le monde. Et donc, je note 3 facteurs de réussite. On a donc effectivement valorisé l'individu au sein du collectif, donc chacun y trouve sa place avec ses possibilités et ses connaissances. Favoriser l'action à travers un cadre non stigmatisant et fournir les outils pour permettre la prise de décision. Donc là, on a parlé par exemple de parcours d'engagement, mais aussi de plénière et puis de l'accompagnement aussi plus rapproché sur les territoires. Vous avez d'ailleurs deux délégués de CRPA, de Sainte-Foy-la-Grande, oui, tout à fait. qui ont travaillé avec vous. Et on parlera justement... Qui est un couple effectivement, qui il y a bénéficie actuellement, justement. Il y a des délégués, c'est ça. Peut-être que ça peut être le moment de dire les délégués qui sont répartis en Nouvelle-Aquitaine. Oui, c'est un couple de délégués qui habite Sainte-Foy-la-Grande. À Sainte-Foy-la-Grande, vous êtes à Bayonne. Nous, on est trois. Moi, je suis en Daille. Il y a deux femmes qui sont à Bayonne.
Il y a un délégué qui est ici à Bordeaux et une autre qui est déléguée, que vous avez vue à Périgueux d'ailleurs, qui elle est à Cognac. Donc voilà, est-ce que vous avez... On est 9 en tout. Oui, voilà. Ok. On pourra partager effectivement peut-être pour ceux qui veulent prendre contact avec ces personnes aussi, on pourra partager notamment les noms et peut-être les adresses ensuite. Donc concrètement, on va voir aussi comment ça se passe à l'échelle de vos expériences sur... je vais vous poser la question de l'implication aussi des autres acteurs du territoire et comment est-ce que notamment quelle place on donne aux collectivités territoriales. Donc notamment là, la question dans l'expérimentation girondine, quels effets vous avez observés notamment chez les personnes les personnes impliquées lorsqu'il y a eu suite à ce parcours d'engagement? Est-ce que vous avez vu une progression particulière? Concernant les parcours d'engagement. Oui, mais peut-être aussi d'ailleurs par rapport à vos expériences, effectivement, puisque peut-être à vos travaux également, vous avez pu observer d'autres choses. D'accord. Ce qu'on a pu observer, c'est, comme vous l'avez dit, une montée en compétences, c'est-à-dire que les gens qui étaient dans les parcours d'engagement, on les a fait travailler, parfois sur des sujets qu'ils ne connaissaient pas forcément. Donc ça les a amenés à rencontrer des experts et à se poser des questions qui ne se posaient pas forcément avant. Donc moi, le retour que j'ai eu, il y a eu 2 thématiques qui ont beaucoup marqué, c'est le lien entre alimentation et changement climatique. Beaucoup de gens qui nous ont dit, mais moi, j'imaginais pas qu'il y avait un lien entre... notre assiette et les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, ou encore la question de l'aide alimentaire, de l'organisation de l'aide alimentaire, de la solidarité alimentaire, etc. Donc ce genre de réflexion-là. Donc il y a une forme de montée en compétences, aussi de plus grande confiance en soi, de fait de se dire que ce que moi j'ai à dire, ça puisse être pertinent et ça puisse être utile pour construire un outil qui va être expérimenté pour changer des formes d'accès à l'alimentation ou transformer les filières agroalimentaires. Et puis, il y a aussi cette dimension collective, que voilà, les citoyens, pas simplement individuellement, mais collectivement, puissent s'approprier un certain nombre de sujets qui sont des sujets d'intérêt général pour contribuer à élaborer des propositions, des solutions, etc. Et je me tourne vers vous, Dany, puisque vous avez, donc il y a cet observatoire qui existe. Comment adaptez-vous aujourd'hui vos dispositifs grâce à l'écoute des besoins? Avez-vous des retours concrets aussi à l'échelle locale par rapport aux 284 comment on dit des antennes c'est vraiment des centres d'activité avec des activités diverses, alimentaires et autres. Alors, comment ils sont impliqués? Alors, on a parlé tout à l'heure de l'engagement des personnes accueillies qui souhaitent être bénévoles, mais en ce qui concerne l'alimentation, des tests gustatifs sont réalisés avant de lancer les appels d'offres pour se rendre compte de la qualité ou pas des produits, mais également une fois par an, c'est une enquête de satisfaction sur les denrées qu'on a distribuées aux personnes accueillies. Pour savoir si on continue dans cette gamme de produits, si on varie les produits ou si les produits ne sont pas appréciés. Il y a également l'investissement là dans l'accompagnement et là de l'accompagnement social, l'investissement bien en amont des personnes accueillies sur des événements importants comme les journées culturelles, des comités aussi sociaux qui sont dans toutes nos structures d'hébergement. Et puis on en a parlé aussi, les comités des personnes accueillies au niveau des tremplins du cœur. Et donc, ces tests que vous faites, ces temps de prise de connaissance de ce dont ont besoin les personnes concernées, permettent donc l'adaptation de votre fonctionnement aussi oui. Alors, au cours du temps. Les tests et les enquêtes de satisfaction sur les produits distribués concernent uniquement l'aide alimentaire. Mmh. Mais c'est aussi intéressant de pouvoir entendre ce qu'on vous propose, est-ce que ça correspond à vos besoins ou est-ce que ça correspond à vos envies? Et concernant l'implication des personnes, vous m'aviez parlé notamment pendant un entretien pendant la préparation que voilà, il y avait différentes gouvernances qui existaient aussi à l'échelle des centres d'activité.
avec différents profils. Il y avait certains qui étaient exclusivement des bénévoles non touchés par la précarité alimentaire. Il y en a d'autres qui ont tenté d'émerger, notamment qui étaient particulièrement complètement dirigés par des personnes en situation de précarité alimentaire. Voilà, il y a plusieurs types aussi de gouvernance qui existent dans ces centres d'activité. Oui, il y a des gouvernances qui peuvent être des gouvernances de centres d'activité qui sont animées par des personnes accueillies. Bien sûr, et d'autres par des bénévoles. Et c'est là où il faut trouver un juste équilibre. Et il ne faut pas que ce soit juste un affichage. Il faut que les personnes accueillies trouvent leur place dans leur mission de bénévoles. Il faut aussi les bénévoles puissent accueillir correctement les personnes accueillies et les considèrent comme d'autres bénévoles. Pour les personnes accueillies, il y a aussi un problème de disponibilité dans le temps, de mobilité. Il ne faut pas non plus que ce soit une charge financière pour eux que de venir donner du temps dans le bénévolat. Et pour ça, on essaie, et ça demande beaucoup de travail et d'implication d'un côté comme de l'autre, mais en tout cas du côté des bénévoles, on forme les bénévoles pour accepter, avoir une autre image de la personne accueillie qui vient dans notre centre et qu'elle puisse s'intégrer correctement. Et on a un petit fascicule qui est à disposition des bénévoles comme des personnes accueillies sur peut-on être bénévole et personne accueillie en même temps pour des lignes, des postures à avoir pour que tout le monde trouve sa place et s'y sente bien. Et en tout cas, le retour des personnes accueillies qui sont bénévoles est très positif. Et il y a d'ailleurs une étude de l'Observatoire qui le montre avec vraiment des satisfactions et du plus qui leur est donné à ce moment-là. Et ce plus, c'est du lien social essentiellement. Et comment est-ce que vous travaillez avec les autres acteurs du territoire ? Je pense par exemple peut-être aux collectivités territoriales notamment, parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, essentiellement, les premiers, ce sont bien évidemment les communes, puisqu'on a 1800 communes dans lesquelles on est présent dans 1800 communes, et des communes qui nous aident très souvent, nous mettent des locaux à disposition, nous facilitent l'intégration, nous facilitent avec des locaux adaptés à nos activités. Maintenant, on a aussi des contacts, On a aussi des contacts avec des partenaires, avec des collectivités locales et territoriales. On a des conventions qui sont signées avec un certain nombre d'acteurs. On va en avoir une avec le conseil régional. On en a avec les CAF, avec les CPAM pour pouvoir mettre en œuvre et pour pouvoir accompagner au mieux les personnes, les orienter, mais aussi pouvoir les accompagner avec des permanences ou avec des contacts privilégiés. De ces partenaires-là. Pour les partenaires très très locaux, on a depuis quelques années également des circuits courts qui permettent d'avoir, avec un certain nombre d'AMAP, notamment des conventions, des circuits courts qui permettent d'avoir des produits frais et de qualité dans nos centres. Et puis là, c'est en cours de construction. En tout cas, les restos et les départements restos commencent à rentrer dans les pâtes. Ah oui. On n'en a que 3 aujourd'hui, mais Madame Blanchard, en février, a fait une présentation, effectivement, des pâtes à l'ensemble de nos associations départementales. Et bien évidemment, on y rentrerait sur le volet social. Donc des liens à créer et à renforcer, en tout cas, du côté... Là, on est vraiment sur un début de... C'est en construction. C'est vraiment en construction, là, aujourd'hui. Pour continuer sur la question des collectivités territoriales, je vais me tourner vers vous, Monsieur de Raymond. Donc, l'expérimentation SSH Girondine, ça a quand même été aussi impulsé par des collectivités territoriales. Peut-être comment est-ce qu'elles ont permis le projet, comment est-ce qu'elles ont favorisé ce projet de parcours d'engagement notamment. Oui, je dirais que en fait, l'expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation en Gironde, elle est née de cette rencontre un petit peu fortuite en fait entre un collectif citoyen qui était Acclimataction, je pourrais développer si vous voulez, et puis le département de la Gironde qui a aussi souhaité développer quelque chose autour de la sécurité sociale de l'alimentation. Alors, le fait de travailler avec des collectivités locales, donc le
le département et puis des communes, la commune de Bordeaux, etc. Ça a constitué à la fois quelque chose de facilitant, un levier d'action, et puis c'était aussi des contraintes. Et c'est pas, quand je dis ça, c'est pas pour critiquer les collectivités locales en question, mais c'est simplement parce que ces collectivités locales-là, elles ont leurs propres règles, leurs propres contraintes en tant qu'institution, elles, dans leur manière de prendre des décisions, d'utiliser des fonds, etc. Donc, qui font qu'on devait composer avec ça. Donc, le fait qu'une collectivité comme le département s'associe à la démarche, ça a tout de suite conféré une légitimité à la démarche. Ça lui donne une visibilité, une ampleur aussi qui est plus grande que celle que vous auriez pu espérer. Les collectivités locales, elles ont aussi contribué au financement de l'expérimentation. C'est-à-dire que le modèle de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est un modèle où, en principe, on a des caisses de l'alimentation qui sont financées par la cotisation des participants. Là, on avait dans l'expérimentation un modèle hybride où on avait à la fois de la cotisation et des fonds qui venaient des collectivités locales. Donc ça, c'est aussi bon, voilà, ça a permis le financement. Est-ce qu'il y a eu une participation même au sein du parcours d'engagement des élus, par exemple, ou des personnes de vos contacts en fait dans ces collectivités? Alors ça, c'était intéressant parce que une des exigences qu'on tenait à faire valoir dans la sécurité sociale de l'alimentation, c'était la dimension démocratique, et donc que les citoyens qui étaient engagés dans ces caisses de l'alimentation, ils puissent prendre des décisions de manière souveraine. Et donc j'ai évoqué cette charte de conventionnement qui a été adoptée telle qu'elle. Et donc en fait, on demandait quelque chose qui était assez fort aux collectivités locales, elles qui ont l'habitude d'être légitimes pour prendre des décisions parce qu'elles sont élues. Donc elles ont cette légitimité électorale du gouvernement représentatif. Là, on leur disait, est-ce que vous êtes prêtes à renoncer en partie à ce monopole de la prise de décision et à le déléguer à des citoyens? Donc ça, il a fallu discuter avec elles. C'était pas simple. Il fallait trouver le bon format juridique de l'expérimentation pour que ce soit possible. Mais en discutant avec elles, ça a été possible. C'était la commune de Bordeaux qui était la plus investie dans l'expérimentation, au niveau des communes, je parle. Donc effectivement, il y a des personnes de la ville de Bordeaux, du CCAS de Bordeaux, qui ont participé notamment à l'animation des groupes, à la mise en place du dispositif sur Bordeaux, etc. Okay. Une certaine proximité aussi qui s'est créée à ce moment-là, grâce aux instances et à la charte, effectivement, qui a permis aussi c'est vital dans la phase d'élaboration, surtout, je dirais, d'élaboration du dispositif, donc ce qui a été entre les parcours d'engagement et le démarrage officiel de l'expérimentation en mars 2024, d'avoir une instance, un lieu où on peut échanger de manière fluide avec les collectivités locales pour prendre des décisions qui conviennent à tout le monde. Ouais. Donc on appelait ça un comité stratégique. Ouais. Où voilà, il y avait tout le monde qui était autour de la table, aussi bien l'association Acclimataction que les citoyens et les collectivités locales. Et qui seront relais aussi effectivement de ce qui a été mené à l'échelle locale auprès d'autres collectivités. Parce que l'idée, c'est effectivement de faire rayonner aussi ces expérimentations-là. Et je me tourne vers vous, Christian. Le CRPA, donc vous avez dit, a aussi des préconisations. Et comment est-ce que... donc il y a cet objectif aussi de décliner le CRPA à l'échelle locale. Je parlais tout à l'heure des conseils départementaux. Comment cela peut se mettre en place? Qu'est-ce que vous attendez notamment des collectivités territoriales vis-à-vis de cet engagement? Qu'est-ce qu'on attend? Déjà, on voudrait former des CDPA dans tous les départements, puisque la Nouvelle-Aquitaine, c'est la région la plus grande de France. En superficie, elle est plus grande que l'Autriche. Ou égal. Il y a 12 départements. Comment voulez-vous Donc aujourd'hui, il y a le département de la Vienne, c'est ça? Il y a le premier qui a été fait, c'est dans la Vienne, et qui commence maintenant à fonctionner de ses propres ailes. Bon, il va falloir encore que la dette, c'est le finance, parce que pour faire tourner, malheureusement, les déplacements des personnes... Parce que comment ça se concrétise? Donc, si aujourd'hui des chargés de mission qui sont aujourd'hui nous écoutent, qui sont sur leur territoire, il y a nous, on a une chargée de mission ici on a formé. Et pour le moment, c'est elle qui s'occupe de
du CRPA et du CDPA. Voilà. Et donc, on contacte Valentine Chevalier. On contacte Valentine et c'est elle qui peut vous mettre en rapport, qui vous envoie si vous voulez avoir les résultats des plénières. Voilà. Et concrètement, qu'est-ce que ça implique pour les personnes, pour les collectivités territoriales, enfin pour les départements, pardon, de faire partie, d'accueillir un CDPA? Eh bien, quand vous avez un CDPA qui se forme et qui est entendu par les... Parce qu'il faut que les politiques aussi les acceptent, ce qu'ils n'acceptent pas toujours. Oui. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait, un délégué ou une personne concernée dans chaque conseil municipal. Oui, quand on parle de l'alimentation, elle pourrait dire, tiens, oui, ici, voilà. Moi, en Daille, actuellement, il y a une maraude par semaine. Ils ont droit à un bol de soupe et un café. Et un rouleau de papier hygiénique. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont. Avec ça, vous allez vous nourrir. Et donc, un CDPA, par exemple... Voilà, un CDPA, il pourrait peut-être justement parler de ça, d'intervenir et de faire évoluer les choses, que ce soit pris en considération. Donc, si vous souhaitez, effectivement, voilà, c'est aussi le petit moment pour faire le lien avec, entre le CRPA aujourd'hui et puis peut-être créer d'autres antennes sur les départements. Alors, il y a une première question qui s'adresse plutôt à vous, Antoine, sur est-ce que les personnes sont défrayées pour participer à ces parcours d'engagement ? Alors, très bonne question, et justement, je voulais y revenir, donc c'est parfait. J'ai parlé des modalités de mobilisation et de participation citoyenne. Alors, j'en ai parlé dans le cadre des séances, mais effectivement, en amont de ça, il faut prévoir des moyens de effectivement pouvoir défrayer des personnes qui prennent du temps sur leur vie quotidienne. Donc il y a cette dimension financière. Hein. Des fois, c'était des gens qui posaient une demi-journée qui n'allaient pas travailler pour pouvoir participer à des séances, des choses comme ça. Et puis, on avait parfois des réunions qui duraient sur tout un week-end, sur 2 jours. Donc, il y a aussi des contraintes de type vie familiale, donc pouvoir accueillir les enfants ou des choses comme ça. C'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément spontanément, mais en fait qui sont très importantes pour que les gens puissent s'investir durablement et de manière répétée. Et vous voyez, pouvoir faire entrer un rendez-vous un peu dans leur routine hebdomadaire ou de leur vie quotidienne, et éviter que la participation devienne très ponctuelle, puis de plus en plus espacée et en pointillé. Parce que donc là, je complète cette question avec donc cette stratégie de mobilisation. Est-ce qu'il y a une différence aussi, peut-être que vous avez observé, entre milieu rural et milieu urbain, et entre les différents profils de personnes qui sont présentes qui ont été mobilisées dans ces parcours d'engagement? Alors, des différences entre milieu rural et milieu urbain, ça, il y en a certainement. La première différence en milieu rural, c'est que souvent, vous avez des distances à parcourir qui sont beaucoup plus importantes. Donc, ça veut dire prendre la voiture, prendre plus de temps. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer au dispositif que vous cherchez à mettre en place. Après, les différences entre les personnes suivant les situations socio-économiques, une chose qu'on a pu observer, c'est qu'il y a eu une aisance à prendre la parole qui est très inégalement distribuée. Et donc ça, pour moi, il y a une très grande vigilance à avoir pour éviter que celles ou ceux qui se sentent spontanément à l'aise monopolisent la parole, mais sans le vouloir, en fait. Et se retrouvent à un petit peu marginaliser ou exclure ceux qui sont moins à l'aise, moins habitués à la prise de parole. Ça, c'est un enjeu assez fort, et donc notamment en termes d'animation de ces groupes et de manière d'introduire les sujets, de faire parler les gens. Il y a des gens qui vont se sentir beaucoup plus à l'aise à parler de leur propre expérience, de leur expérience concrète, plutôt que d'élaborer tout de suite avec des idées très conceptualisées, etc. Et là, je continue avec vous puisque la question s'adresse de nouveau à vous. Donc, il questionne notamment sur les détails du nombre de personnes qui ont participé à la SSA en Gironde et... on ne voit plus la question. Et la part des personnes en situation de précarité, quelques détails sur leur situation de précarité, parce qu'il y a effectivement plusieurs, comme on le disait tout à l'heure, plusieurs degrés aussi de précarité.
On parle là notamment, il nommait les non papiérisés. Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient dans ce cas-là présentes ou pas? Et voilà, comment D'accord. Donc là, la question, elle porte sur l'expérimentation elle-même, pas sur les parcours d'engagement. Donc Oui. dans l'expérimentation, il y avait environ 400 personnes qui étaient incluses. 100 personnes par territoire. 100 personnes par territoire, voilà. Et ce qui correspond à, de mémoire, 175 ménages. 175 ménages, 400 personnes. On a composé cet échantillon de participantes et participants de manière à avoir un échantillon qui soit représentatif de la population girondine, donc d'une part dans la diversité de ces territoires, je l'ai déjà évoqué, mais aussi dans la composition socio-économique et socio-démographique. Donc avoir quelque chose qui reflète le nombre de personnes vivant seules, le nombre de familles monoparentales, le nombre de familles de couples avec enfants, etc. Et aussi les différents niveaux de revenus dans la population de la Gironde, et avec en plus de ça un suréchantillonnage ou une surreprésentation des personnes en situation de précarité. Alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il n'y avait pas de personnes sans papier, comme on dit. Ça, ouais. Je pense qu'il n'y avait pas ça dans le dispositif tel qu'on l'a conçu. Et après, il y avait donc, comme j'ai dit, une grande diversité de profils. Les profils qui a été le plus difficile à recruter, c'est les personnes aisées. Ouais. Et oui. Okay. Parce que ça demandait de cotiser un peu plus. Oui. Voilà. Parce que vous cotisiez en fonction de votre situation socio-économique. Donc, c'est ce qui a été le profil le plus difficile à recruter. Ok. Je vois qu'effectivement, il y avait la question des personnes qui étaient en situation irrégulière. Je me tourne aussi peut-être vers vous, Dany Saulnier. Je ne sais pas comment est-ce que ça se passe aussi, l'intégration des personnes qui sont en situation irrégulière. Est-ce qu'il y a des dispositifs d'accueil particuliers? Est-ce qu'il y en a beaucoup aussi au Resto du Cœur? Ou est-ce que il n'y a pas de question Enfin, c'est pas forcément un sujet et qu'on accueille tout le monde? Alors, on accueille tout le monde. L'accueil est inconditionnel au Resto du Cœur, avec ou sans papier, régulier ou pas régulier. Ce que l'on défend essentiellement, c'est la sanctuarisation, de nos lieux d'activité, justement pour préserver et pour que ces personnes en situation irrégulière puissent se poser à un moment donné, se sentir en sécurité et récupérer de quoi se nourrir, et peut-être aussi un petit peu de dignité. Mais c'est pas forcément très simple. J'ai même un exemple très concret. Il y avait une personne en situation irrégulière qui était bénévole dans une association départementale, qui était une personne qui avait des compétences informatiques et qui était dans je vais pas dire le département, dans un département, et qui a aidé ce département à développer tous ces outils informatiques, et qui a dû arrêter parce que il était en situation irrégulière alors qu'il était en attente de papier. Donc là, il pouvait se poser, être identifié, être quelque part en particulier, et est parti du département et se retrouve là aujourd'hui un petit peu perdu. Dont on n'a plus du tout de nouvelles, mais du coup ça lui a donné quand même une bouffée d'oxygène. Mais sur l'ensemble, en tout cas, ils sont accueillis dans nos centres, bien évidemment, et dans nos activités de rue aussi, dans nos maraudes et dans nos camions. Et justement, les personnes qui perdent parfois leur dignité ou qui sont effectivement plus vulnérables par rapport à ce dispositif, j'ai vu qu'il y avait une question qui s'adressait à vous, Christian, sur comment est-ce que justement les personnes passent la porte, notamment de ces plénières que vous organisez. Comment est-ce qu'on fait pour que les personnes se sentent légitimes et accueillies dans ces temps de prise de parole, Lorsqu'on organise une plénière, notre chargé de mission envoie des invitations aux accueils de jour, dans les structures, le CHRS, toutes les structures joignables. Et donc les gens sont informés, et s'ils veulent venir assister à la plénière, ils viennent. Moi, quand je suis venu à la plénière, c'était à Bordeaux. C'est l'accueil de jour. C'est l'association Aterbea qui s'occupe de l'accueil de jour où j'étais, avec l'éducateur, qui a fourni un véhicule et qui nous a amenés
On est venu à 4. Et donc, est-ce qu'il y a aussi un... donc vous êtes délégué, est-ce que vous êtes aussi un peu Enfin, vous disiez tout à l'heure, vous alliez aussi dans la rue rencontrer ces personnes, c'est aussi comme ça, c'est par le passage aussi du humain qui fait que... Voilà. Par exemple, le 30 septembre, on va faire une plénière à Bayonne sur l'accès au droit. Voilà. Donc, moi, j'en parle autour de moi, je dis, tiens, voilà... Si ça t'intéresse, tu viens. Voilà, le bus Hendaye-Bayonne, c'est 1,20 €. Donc, il y a aussi... Ouais, voilà. Ok. Est-ce que cette expérimentation se poursuit aujourd'hui ou est-ce qu'elle est terminée? Et est-ce qu'elle veut se déployer surtout plus largement? Oui. Donc l'expérimentation, elle avait été calibrée dans son format initial pour 1 an. Donc ça, ce format, il s'est terminé à la fin du mois de mars 2025. Et nous, notre objectif, c'est de maintenir et pérenniser ces caisses de l'alimentation, cette sécurité sociale de l'alimentation. Donc aujourd'hui, on a moins de moyens de financement, mais on continue à faire fonctionner ces caisses à un régime un petit peu plus faible. Et là, on est en train de travailler collectivement pour inventer, si vous voulez, un nouveau format des caisses qui va permettre peut-être de le financer directement, d'inclure d'autres publics pour les pérenniser, les maintenir. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au-delà de la Gironde, il y a beaucoup d'expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation partout en France, avec des modalités assez diverses. Et donc, en effet, un enjeu, c'est, je pense, d'arriver à les mettre en réseau, ne serait-ce que pour faire du partage d'expériences, permettre à d'autres expérimentations de se lancer, faire du plaidoyer au niveau national, et puis travailler à créer, je ne sais pas comment dire, un espèce de bloc de la SSA qui crée une réalité pour montrer que c'est possible, que ça a un intérêt et que ça peut éventuellement être généralisé. Donc effectivement, si vous le souhaitez, il y a le collectif Sécurité sociale de l'alimentation qui regroupe aussi, il me semble, une cartographie avec l'ensemble des actions qui sont menées partout en France. Les collectivités devraient mettre c'est une remarque plutôt, donc mettre des terrains pour faire du maraîchage à des personnes en situation de précarité, encadrés évidemment par des professionnels. Qu'est-ce que vous en pensez? Sachant que c'est aussi un autre sujet, mais c'est une manière aussi de donner les possibilités, un cadre aux personnes en situation de précarité, de s'impliquer, potentiellement de monter en compétences par le jardinage, etc., de retrouver aussi une place. Bien sûr. Qui veut commencer? Alors, en ce qui nous concerne, on a ça sur certains départements. On doit en avoir une petite dizaine en Nouvelle-Aquitaine. Ce que nous, on appelle au Resto du Cœur des jardins de proximité. Alors, ce ne sont pas des professionnels, mais ce sont souvent des terrains mis à disposition par les collectivités territoriales qui sont animés, entretenus, semés, récoltés par des personnes accueillies dans nos centres, mais également des bénévoles. Donc, on récolte, on produit, on récolte des légumes, on récolte des fruits, mais c'est surtout qu'il y a là aussi du lien social, de l'échange, de l'investissement sur un projet quel qu'il soit. Et puis, pour les professionnels, en Nouvelle-Aquitaine, on a 13 chantiers d'insertion avec essentiellement 9 chantiers sur du maraîchage. 3 chantiers sur de la logistique et 1 chantier sur de la rénovation du petit électroménager qui se trouve à Brive, où là, on recrute des personnes très éloignées de l'emploi, puisque au Resto du Cœur, on ne produit pas. Même en maraîchage, on redistribue, on valorise ce qui a été récolté et distribué dans nos centres d'activité, mais on ne vend pas, donc on n'est pas dans la productivité, on est réellement dans la réinsertion professionnelle et souvent qui prend plus longtemps forcément. Christian, vous vouliez réagir également? Oui, sur les... en Hendaye, la mairie, elle a fait parce qu'il y a pas mal de personnes... qui ont des besoins particuliers avec des jardins qui sont âgés. D'autres, ils viennent là pour les vacances. Donc elle a organisé un système de jardin partagé. Donc la mairie qui a... c'est la mairie qui a organisé. Qui a démarché ces riverains. Oui, bon, les gens savent, les habitants savent, ils viennent à la mairie, voilà, oui, j'aimerais que... Mais
ils n'acceptent pas les candidats sans abri. Ah, ok. Donc c'est parce que la mairie, donc elle a annoncé ça. C'est des endaillés qui en profitent. Enfin, bon, je dis pas que je dis pas qu'ils n'en ont pas besoin. Hein, Bien sûr. Parce que bon, il y a des étudiants, il y a des gens qui touchent tout juste le SMIC une fois qu'ils ont payé leur loyer. L'électricité, le gaz, l'assurance, eh ben, il reste plus grand chose pour manger. Donc, avoir un petit jardin, ben, c'est intéressant. Et voilà, mais un sans-abri, ben, non. Aujourd'hui, ça marche pas pas. accepté. Enfin, je parle sur Hendaye. Oui. Voilà, je parle pas sur Bordeaux, sur Poitiers. Oui, je parle sur ce que je connais, sur ce que je sais. Et par contre, c'est intéressant de savoir que voilà, il y a une commune qui a démarché ses riverains et où il y a eu un certain nombre de volontaires, en tout cas, pour mettre à disposition des espaces. Oui, il y a des propriétaires qui sont bien contents. Que ce soit entretenu ou en tout cas utilisé. Leur jardin est entretenu. En plus, les gens font des potagers. Ils leur donnent des légumes, ils en prennent pour eux. Mais, alors qu'ils ne pourraient plus travailler leur jardin parce que physiquement, ils peuvent plus. Moi, je trouve que c'est plutôt intelligent. Et je passe à la question suivante. Vous avez parlé, donc, Antoine, des différents groupes pour réaliser la charte de conventionnement. Comment les groupes sont-ils constitués ? Alors, on avait constitué un groupe par territoire. Donc, il y avait un groupe à Bordeaux, dans le Pays Foyen, à Bègles et dans le Sud-Gironde. Et c'était un groupe d'une dizaine ou douzaine de personnes par territoire, qui au début ont travaillé chacun en autonomie. Et puis, comme il fallait aller vers une charte de conventionnement, il fallait travailler ensemble. Donc on a eu des moments de réunion un petit peu plénière avec les différents groupes, parfois sur un week-end entier. Et puis sinon, on avait mis en place un système de partage et d'aller-retour entre les groupes. Vous savez, il y a la navette parlementaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Bon là, c'était pareil, il y avait la navette entre les différents territoires. C'était pas toujours simple à gérer, mais enfin, bon voilà. On a réussi à aboutir à un document qui était commun, qui n'était pas simplement les réflexions de chacun des territoires pris individuellement, mais qui était bien un document commun et le socle de cette expérimentation, qui a été donc la charte de conventionnement, qui a donc permis de sélectionner les professionnels qui ont participé à cette expérimentation, qui participent à cette expérimentation de SSA. Donc les professionnels, c'est les lieux de distribution. Les lieux de distribution. Où on peut aller acheter grâce à je ne sais pas si c'est un chèque ou comment ça se matérialise. Alors ça se matérialise avec un outil qu'on a appelé la monnaie alimentaire ou Mona. Donc si vous voulez, c'est un équivalent, une Mona vaut 1 euro. Mais en fait, c'est ce qui nous permet de faire une équivalence comptable entre les cotisations des participants et ce que reçoivent les professionnels suite aux transactions. Et en fait, ensuite, on reconvertit ça en euros. Mais donc ça nous permet de suivre, d'avoir un équilibre entre ce qui est apporté dans la caisse et ce qui est dépensé. Et pour préciser, les groupes, donc vous avez dit que c'était de chacun des territoires, mais ils sont constitués spécifiquement quel type de... C'est les personnes qui ont été mobilisées pour l'expérimentation. Je pense que la question c'est quel type de personnes constituent ces groupes-là ? Alors, dans chaque groupe, il y avait des personnes, d'une part, qui étaient d'accord pour participer et qui ont été sélectionnées de manière à avoir une diversité de personnes, de parcours, d'expériences. Voilà, souvent, ces personnes, elles ont été recrutées directement ou indirectement, par les réseaux des animateurs, animatrices qui faisaient elles-mêmes partie d'organisations ou d'instances comme des centres sociaux, enfin voilà. Donc c'est un petit peu par effet boule de neige qu'on a réussi à constituer ces groupes. Ça aurait été difficile de faire un tirage au sort pur sur, je sais pas moi, le recensement de la population de la Gironde et de dire bonjour, vous avez été tiré au sort pour participer à ce groupe, comme on peut être tiré au sort pour être jury d'assises. Et là, c'est une obligation d'y aller. Là, il fallait quand même qu'il y ait des personnes qui soient intéressées, qui soient motivées pour y aller, soit par leur propre expérience, soit parce qu'elles avaient une sensibilité pour les questions d'alimentation, d'environnement.
Le rôle de la caisse commune joue-t-elle un rôle d'équilibre économique entre les différentes caisses locales ? En fait, les caisses locales, c'est des instances d'animation, mais d'un point de vue économique, financier, il y a une seule caisse. Donc il y a bien eu une caisse, et en tout cas jusqu'à maintenant, il n'y a pas des 4 caisses qui financièrement devraient chercher leur propre équilibre. Il y en a une seule, et donc on cherche cet équilibre sur l'ensemble de la population qui participe. Qui est ensuite répartie donc, à l'échelle des 4 territoires. Ok. Justement, comment se sont impliquées les personnes ? Comment se sont impliquées... Alors attends, il y a une notification. Les personnes dans le fonctionnement et la gouvernance des caisses locales. Donc effectivement, il y a des réunions des caisses locales donc, au niveau de chaque territoire. Le rôle de ces réunions de caisses locales, c'est d'avoir d'une part un retour d'expérience. Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que les gens ont pu s'inscrire, faire cotiser, utiliser leur MONA, etc. Et puis ça a été aussi un rôle de sélection des lieux de distribution qui ont été inclus dans l'expérimentation. Il y en a eu jusqu'à une 50aine, donc c'était quand même assez important. Ça faisait une moyenne de 10-12 par territoire. Et donc ça, c'est les membres des caisses locales qui ont fait ce travail en application de la charte de conventionnement, de sélection des lieux de distribution, de vérifier qui correspondaient bien aux critères de la charte de conventionnement. Et les personnes qui peuvent aller faire leurs achats n'importe où. N'importe où parmi les lieux conventionnés dans l'expérimentation. Donc, comme je vous l'ai dit, il y avait 10, 12, voire 15 lieux par territoire. On a fait en sorte d'avoir des lieux de distribution assez diversifiés en termes de modèles économiques ou de produits proposés. Des fois, c'était des indépendants spécialisés sur un produit. Un boulanger, une boucherie, une poissonnerie, ou bien ça allait jusqu'à des magasins assez diversifiés, des supermarchés coopératifs, enfin voilà. Il n'y avait pas de supermarché ou d'hypermarché de la grande distribution, et donc à l'intérieur... C'était le choix aussi des personnes. Ça c'était un choix résultant de la charte de conventionnement. C'était pas formulé tel quel, mais enfin si on appliquait les critères de la charte, en principe ça rendait impossible la participation de ce format de magasin, et donc ensuite les participants pouvaient aller faire leurs courses dans n'importe lequel des magasins conventionnés. Il y a une dernière question et après on clôturera ce temps d'échange. De plus en plus de citoyens et d'institutions s'intéressent à la sécurité sociale de l'alimentation et souhaitent l'expérimenter. Comment articuler les différents projets pour assurer une démocratie participative ? Alors je ne sais pas si vous avez la réponse. S'il y a déjà des réflexions peut-être à l'échelle du collectif SSA. Alors j'ai l'impression qu'il y a 2 questions en une. Ça c'est vrai, c'est quelque chose qu'on a constaté au cours de l'année, c'est qu'il y a de plus en plus d'institutions qui sont des institutions de couverture du risque santé, donc des mutuelles ou allocations familiales, qui s'intéressent à cette question de la SSA. Je pense que le mieux, ce serait de leur demander ce qui les intéresse. Elles seraient mieux à même de vous répondre. Mais donc, c'est des instances avec lesquelles on peut échanger. Bon, à voir ce sur quoi ça peut déboucher. Et comment articuler les différents projets, ça c'est encore une autre question, je pense. Oui. Comme je vous l'ai dit, il y a des projets qui sont mis en place un peu partout en France, principalement dans le sud de la France quand même si c'est en train d'évoluer. Je ne sais pas parce que si c'est lié à des facilités d'avoir une agriculture locale, du maraîchage, etc. Mais enfin voilà. Et comme ces projets, ils ont parfois des paramètres, des attendus un petit peu différents. Dans certains cas, ils sont plus tournés vers la demande, alors que dans d'autres cas, notamment en milieu rural, quand il y a une agriculture assez forte, ils vont être plus tournés vers la question de l'organisation de l'offre, de la production agricole alimentaire. Et bien on met en place des instances, des réseaux pour partager des pratiques, discuter, échanger. Ah bah tiens, nous on a fait ça, nous on a eu tel problème, on a résolu ça comme ça, vous avez fait ça, etc. Et pour essayer de construire quelque chose qui soit viable. Qui puisse être aussi force de proposition pour peut-être le généraliser. Ou... Ce qui serait bien, c'est que toutes ces associations qui s'occupent d'alimentation, comme le Secours populaire, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, au lieu de faire chacun dans leur coin, ce serait bien que ils communiquent ensemble. Et on communique. Mais je sais pas. Par moment, j'ai l'impression que non.
C'est pour ça que je vous... Non, excusez-moi, c'est pour ça que je vous dis ça. Je pense que l'on communique. Et j'aurais même tendance à penser que justement, on a des offres qui sont différentes. Et donc, c'est la différence de ces offres-là. Si on les réduit, ces offres-là, et qu'on arrive à avoir une offre commune à tous et des mutualisations, on entend beaucoup parler de ça en ce moment, on va modéliser, formater l'aide alimentaire, on va appauvrir la diversité et peut-être amener à plus d'exclusion. En tout cas, c'est un peu notre positionnement, nous, aujourd'hui, au Resto du Cœur. On est complémentaires, on échange ensemble et justement, je pense que c'est un plus pour les personnes qui sont précaires. En tout cas, aujourd'hui, effectivement, on voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont présents sur les territoires avec différentes idées et puis différents rôles aussi qui sont joués. Et effectivement, tout l'enjeu, c'est de rendre efficace cette lutte contre la précarité alimentaire en s'organisant. Alors, il y a des liens qui sont plus ou moins bien faits aussi à l'échelle locale, supralocale, et pourtant, voilà, les dynamiques existent. Donc, on prône effectivement ce lien et cette coopération entre acteurs. Merci à tous les trois d'avoir été présents aujourd'hui, d'avoir échangé sur ce sujet, d'avoir partagé vos expériences également. Et puis, je vous souhaite... je vais surtout vous laisser quitter le plateau. Merci à vous. Merci beaucoup. Et laisser la place à Isabelle Blanchard, chargée de mission alimentation à la Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt et de Nouvelle-Aquitaine, la DRAF, et à Tayeb El Mestari, chargée de mission au service des personnes vulnérables à la Direction régionale de l'emploi, de l'économie, du travail et des solidarités, la DRETS. Merci à Maïwenn, merci à Alexia et à toute l'équipe de PQNA de nous avoir donné la parole déjà, d'avoir permis cet échange-là, qui est très très important, parce que nous considérons, et quand on a sélectionné votre dossier en 2024 dans le cadre du Mieux manger pour tous, on ne s'est pas trompé parce qu'effectivement il fallait, dans cette politique de qualification des acteurs, inscrire le sujet de la participation comme un sujet vraiment essentiel, parce que l'État, si on fait un petit rappel historique, depuis le début des années 2000, l'État porte cette politique de plus en plus parce que le législateur est parti d'un constat simple, c'est qu'il y a un déficit démocratique. Et donc, quand on met en place une politique publique, il faut toujours associer les personnes concernées par cette politique publique. Il faut savoir qu'au niveau national, il y a le COCOLUPA, le comité de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire, qui associe l'État et des têtes de réseau, sont en train de réfléchir aujourd'hui. Il y a un groupe de travail sur cette question du pouvoir d'agir et de la participation des premiers concernés. Au niveau local, il y a Christian qui a représenté le CRPA. Depuis plusieurs années, on finance le CRPA. Le CRPA qui aujourd'hui est en train de se développer, on est en train de l'inciter à se développer plus localement. On a le CDPA pour représenter les premiers concernés à un niveau local premier. Et donc, toute cette politique-là, aujourd'hui, je pense qu'elle est à ses débuts. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler, parce qu'on l'a vu tout à l'heure à travers les débats, la question de la participation, le sociologue en a parlé, mais tous les présents en avaient parlé, c'est-à-dire la participation, qu'est-ce que c'est ? À quel niveau peut-on dire qu'on est dans la participation, non pas formelle, mais alibi, mais une participation réelle ? C'est-à-dire que il y a des questions matérielles, ça a été dit, la question du défraiement, des personnes concernées qui font leur job dans cette question de la participation. Il y a la question, par exemple, le CRPA, depuis plusieurs années, non seulement on les incite à participer, ils le font très bien dans des commissions comme la commission d'Allo, ou participer dans diverses institutions publiques, mais on les aide aussi sur le plan matériel. C'est quelque chose qui est très important à dire, c'est qu'ils ont peut-être besoin de portables, on les a financés, d'ordinateurs, de défraiements, etc. Pour que cette parole puisse être mise en place, il faut penser à ces questions qui sont, ma foi, très concrètes et très réelles, et dont les participants
ont besoin pour mener cette politique-là. Après, restent toutes les autres dimensions. À quel niveau on peut dire qu'on fait de la participation réelle? À quel niveau on les associe? Est-ce que c'est juste à titre consultatif ou est-ce qu'ils sont inscrits dans des comités de pilotage, dans les gouvernances, etc. Ça a été posé tout à l'heure. Alors nous, on met en place un appel à projet depuis 2023 qui s'appelle l'appel à projet Mieux manger pour tous. Et ce critère-là est pour nous très important aujourd'hui. Quand on a des dossiers, on prend en compte cette dimension qui consiste à se demander si la structure ou la coopération d'acteurs, on a souvent plusieurs acteurs qui sont dans un projet et qui déposent leur dossier, si cette question de la participation des habitants a bien été prise en compte. Pour moi en tout cas, c'est un critère qui devient important. On a un autre volet au niveau des actions régionales, c'est aussi l'habilitation des associations d'aide alimentaire. Et on regarde de près si cette dimension de la participation et de l'accompagnement des bénéficiaires est prise en compte. Donc effectivement, nous aujourd'hui, cette politique nous semble essentielle et on essaie de la construire à travers les dispositifs qu'on met en œuvre et à travers notamment par exemple le CRPA. Il y a eu par exemple la plénière à Poitiers dans le cadre de CDPA de la Vienne où il y a eu le débat autour de l'alimentation. Et effectivement, ce qu'il en est ressorti, c'est que lorsqu'on écoute les premiers concernés, effectivement la politique mise en place peut être transformée. Parce que quand un intervenant vous dit que, par exemple, faire la queue dehors pour attendre qu'on soit servi, c'est humiliant, il faut prendre en compte cette parole. Il faut la prendre en compte et donc changer les pratiques. Parce qu'effectivement, on a ceux qui sont dans des situations précaires et qu'il faut faire participer, et on a des personnes qui œuvrent depuis longtemps en tant qu'acteurs divers et variés. Ça peut être un sociologue, dirigeant d'une association, et on n'a pas les mêmes vues parfois sur cette politique-là. Effectivement, c'est pour ça qu'il est très important d'associer ceux qui en sont les bénéficiaires pour modifier, transformer, parce que, comme ils le disent eux-mêmes, ils sont les experts du vécu. Ils ont une certaine expertise et ils ont aussi une certaine forme d'analyse. Il va falloir sortir de cette hiérarchie entre les acteurs et mettre tous les acteurs à égalité et écouter principalement et surtout ces personnes qui bénéficient de cette politique-là. Il y a un homme politique qui a dit « tout ce qui se fait pour moi, sans moi, se fait contre moi ». Donc forcément, cette formule est très très juste. Si on n'associe pas les premières concernées, c'est qu'il y a un petit problème à la base. Voilà ce que je voulais dire, c'est-à-dire que, pour résumer, cette politique-là est aujourd'hui essentielle et fondamentale dans tous les dispositifs que nous accompagnons, que nous finançons, et on garde un œil très attentif sur cette dimension-là. Voilà, merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour conclure, on voit qu'aujourd'hui, face aux défis environnementaux, sociaux et économiques, que la question de notre alimentation est au cœur de nos préoccupations. Comment on peut garantir une alimentation saine et durable et accessible à tous? On vient de voir deux concepts, enfin l'un en particulier, mais il y a deux concepts qui se rejoignent pour répondre à cette question, la démocratie alimentaire et le projet alimentaire de territoire. En conclusion, on va voir comment ces deux concepts peuvent être reliés et comment ils se renforcent l'un et l'autre. Alors on a vu la démocratie alimentaire qui est un concept qui vise à rendre le système alimentaire plus juste, inclusif et participatif en donnant à tous, notamment aux citoyens, aux consommateurs, aux agriculteurs et aux acteurs associatifs le pouvoir de décider comment est produit, distribué et consommé l'alimentation. On voit que cette démocratie alimentaire repose sur plusieurs principes. On a vu le droit à une alimentation saine, durable et choisie pour tous, y compris pour les personnes en situation de précarité. Le deuxième principe, c'est la participation citoyenne. Vous l'avez dit, les habitants, les associations, les agriculteurs et tous les acteurs du territoire
doivent pouvoir donner leur avis et peser dans les décisions. Et un troisième point, un troisième principe, c'est un modèle qui vise à rendre le système alimentaire plus juste, équitable et respectueux de l'environnement. À côté de ça, les PAT sont des outils, c'est un outil public local, un outil de politique publique locale qui vise à relocaliser l'alimentation en soutenant une agriculture saine et durable, en soutenant les circuits courts et avec un ancrage territorial important. Les PAT sont élaborés de manière systémique, de façon concertée, collaborative avec les acteurs du territoire, que sont les agriculteurs, les transformateurs, les consommateurs, les collectivités, les associations et les citoyens. Ils permettent à la fois de structurer les filières alimentaires locales et de favoriser l'accès à une alimentation saine et durable pour tous. Et ils intègrent aussi ces dimensions sociales, environnementales et économiques. Donc on le voit ici, le PAT est un outil au service de la démocratie alimentaire, mais cela en fait dépend de la façon dont il est construit. Lorsqu'il est réellement participatif, le PAT va permettre aux citoyens de donner leurs avis, de proposer des actions concrètes et de co-construire des solutions adaptées aux besoins du territoire dans lequel on est. Il permet aussi de réduire les inégalités alimentaires en mettant en place des projets comme les jardins partagés, ce qui a été évoqué tout à l'heure, des cantines bio et locales accessibles à tous, des épiceries solidaires ou des plateformes alimentaires sociales. En conclusion, nous pouvons donc dire que la démocratie alimentaire et le PAT partagent le même objectif, rendre le système alimentaire plus juste, durable et accessible à tous. Le PAT peut être un formidable levier de démocratie alimentaire à condition de garantir une véritable participation citoyenne, y compris celle des personnes les plus fragiles. Finalement, il ne s'agit pas seulement de produire, mais aussi de permettre à chacun de choisir, de décider et d'accéder à une alimentation digne. Manger est un acte vital, mais c'est aussi un acte politique. Avec la démocratie alimentaire, on affirme finalement que l'alimentation ne doit pas être un privilège, mais bien un droit partagé pour tous. Merci. Merci à chacun de vos interventions. Et avant de nous quitter, je me permets de annoncer aussi quelques petits événements, donc notamment pour clôturer ce cycle. On vous attend donc en octobre prochain. La date arrivera bientôt pour aborder la question, on l'a rapidement dit, donc il y a pas mal d'acteurs qui sont impliqués, notamment dans la question de la qualité des denrées alimentaires qui sont distribuées dans les circuits solidaires. Donc l'idée, c'est de se rencontrer ensemble en octobre pour aborder cette question. Comment on s'organise, comment on coopère pour que les denrées alimentaires permettent de répondre aux besoins exprimés par les personnes en situation de précarité, tout en prenant en compte les besoins de chacun des acteurs qui sont impliqués dans cette organisation. Merci encore à tous, merci à ceux qui étaient en ligne aujourd'hui et à bientôt.